Cette vidéo a pour objectif de vous donner des repères sur Montaigne, les essais et les 2 chapitres au programme des cannibales et des coches. La famille Eyquem, dans laquelle naît Michel en 1533, fleure bon la prospérité et le poisson fumé. C'est en effet dans ce négoce que se sont enrichis ses ancêtres bordelais. Mais Pierre Eyquem, le père de Michel, décide de rompre avec le commerce et part guerroyer aux côtés de François Ier. Il en revient avec un titre de noblesse, il est devenu le sieur de Montaigne, et des idées humanistes. Rappelons que l'humanisme est un mouvement intellectuel qui s'est développé en Europe à la Renaissance et qui se caractérise par une redécouverte de la culture gréco-latine. Influencé par ces idées, Pierre de Montaigne prend une décision originale. Il confie son fils Michel, alors âgé de 3 ans, à un maître allemand qui ne parle pas français, mais maîtrise parfaitement le latin. De même, toute la maisonnée a ordre de ne pas prononcer un mot de français en présence du jeune garçon. Les domestiques apprennent donc à baragouiner le latin. Michel de Montaigne expliquera dans les essais que cette décision n'aura pas été sans répercussion dans les villages alentours. À 6 ans, le jeune garçon est envoyé au collège à Bordeaux. Comme l'écrira l'auteur autrichien Stefan Zweig, aucun fils de roi Bourbon n'a été élevé avec autant d'égards que ce petit-fils d'un marchand de poissons gascon. Puis, Montaigne fait vraisemblablement des études de droit puisqu'il devient magistrat. En 1558, il rencontre au Parlement de Bordeaux un autre jeune magistrat, Étienne de la Boétie. Une amitié profonde se noue entre les 2 hommes. Pourquoi ? Cette amitié et cette phrase passeront à la postérité. À 32 ans, la Boétie meurt. Pour Montaigne, c'est une perte irréparable. 5 ans plus tard, il doit encore endurer la mort de son père, puis celle de sa première fille, fruit de son mariage avec Françoise de la Chassaigne. Enfin, les guerres de religion opposant protestants et catholiques ensanglantent la France. La mort rôde et le monde devient fou. Montaigne décide alors de trouver refuge en lui-même. À 38 ans, il résilie sa charge au Parlement de Bordeaux et se retire dans une tour de son château pour se consacrer à un repos studieux. Il passe 10 ans dans la bibliothèque de cette tour, gardant néanmoins des liens avec la cour et effectuant même quelques missions diplomatiques. Son projet est de lire pour trouver la sérénité. Montaigne lit. Il lit beaucoup, mais ne trouve pas la paix. Plutôt l'angoisse et les cauchemars. Il décide alors de mettre en rôle les idées fantasques qui lui viennent à l'esprit, c'est-à-dire de les écrire pour les ordonner. L'écrivain est né. Il entame les essais. Quelle est la finalité de cet ouvrage ? Certainement pas d'enseigner un savoir. Montaigne déteste les certitudes. Pour lui, seul compte le doute, la recherche, la pensée en mouvement. Son but n'est pas non plus de laisser à la postérité un portrait flatteur de lui-même. Je chante mal et ne sais jouer d'aucun instrument. Je suis maladroit, médiocre à la danse et à la lutte, incapable de nager ou d'escrimer. Je suis mou, fainéant, et ne sais même pas tailler ma plume. Il ne cherche pas plus à vendre son livre, qui d'ailleurs n'est pas destiné à la publication, mais à ses parents et amis. Son discours n'est d'ailleurs pas franchement commercial. Alors, quel est son objectif ? Il s'agit de se donner à voir tel qu'il est, de dire sincèrement ses sentiments, ses idées, ses expériences. Comme il l'écrit dans le prologue au lecteur, avec cet ouvrage, Montaigne crée un genre littéraire, celui de l'essai, c'est-à-dire une œuvre cherchant à faire réfléchir et ayant généralement un but argumentatif. En effet, Montaigne ne parle pas que de lui dans les essais, il aborde toutes sortes de sujets. Ainsi, dans le chapitre 31 du livre 1, il s'intéresse aux cannibales. Les cannibales, raconte l'auteur, ont pour coutume de tuer leurs prisonniers, de les faire rôtir
et de les manger lors d'un repas collectif. On réserve même un lopin, c'est-à-dire un morceau aux absents. Le but n'est pas de se nourrir, il s'agit d'une pratique culturelle. Certes, c'est barbare. Mais qu'est-ce qui est le plus barbare ? Demande Montaigne. Manger un homme déjà mort ou se livrer à ça ? Nous surpassons les cannibales en barbarie, conclut Montaigne. L'auteur invite donc son lecteur à se défier des préjugés ethnocentristes qui amènent à surestimer sa propre culture et à mépriser celle d'autrui. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, affirme-t-il. Il poursuit cette leçon de tolérance en racontant sa rencontre à Rouen en 1562 avec 3 Indiens originaires du Brésil. Ceux-ci sont présentés au jeune roi de l'époque, Charles IX, alors âgé de 12 ans. Suite à cette entrevue, les Indiens manifestent leur surprise. Premier objet d'étonnement. Deuxième objet d'étonnement. Montaigne termine son chapitre par cette phrase. Tout cela ne va pas trop mal, mais quoi, ils ne portent pas de haut de chausse. Autrement dit, ces hommes raisonnent bien, mais ne sont pas pris au sérieux en raison de leur façon de s'habiller. Les hauts de chausse désignent en effet une culotte s'arrêtant aux genoux et faisant partie du costume masculin à l'époque. 1580, c'est un tournant dans la vie de Montaigne. D'une part, il fait finalement publier les livres 1 et 2 des Essais. D'autre part, il entreprend un voyage qu'il raconte dans un journal. Quel est le but de ce périple ? Mais il ne s'agit pas que du simple plaisir de la promenade, comme on dit à l'époque. Montaigne est atteint de la gravelle, maladie très douloureuse. Le but est donc aussi de se rendre dans des stations thermales pour se soigner. Il considère qu'il a hérité ce mal de son père, qui en était également atteint. Cela l'amène à s'interroger sur la nature du sperme et à avoir l'intuition des gènes. Montaigne visite l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Il n'a pas de but précis. En septembre 1581, alors qu'il fait une cure thermale à Lucques en Italie, il reçoit une lettre inattendue. Après 1 an et demi de voyage, Montaigne rentre donc à Bordeaux. Comme son père avant lui, il devient maire de cette ville. En 1585, celle-ci est frappée par une épidémie de peste. 1/3 de la population meurt. On pense que ce fléau est envoyé par Dieu et on organise des processions afin d'amadouer le Seigneur. Or, ces cortèges favorisent la dissémination. En effet, rappelons que la peste est transmise non par Dieu, mais par la puce. Montaigne fuit Bordeaux avec sa femme et sa fille et cherche refuge chez des connaissances. Il racontera dans le 3e livre des Essais que lorsque l'on vient d'une ville pestiférée, on fait horreur à ses propres amis. Parfois, ils trouvent à se loger, mais encore faut-il réussir à rester. Après 6 mois d'errance, Montaigne rentre chez lui. Son mandat de maire n'est pas renouvelé. En 1588, 4 ans avant sa mort, il publie le livre 3 des Essais. Le chapitre 6 s'intitule « Des coches », c'est-à-dire des voitures. Montaigne y parle du mal des transports, puis des différents attelages utilisés dans l'Antiquité, des dépenses des souverains, des jeux romains, de l'ignorance humaine, des massacres commis dans le Nouveau Monde, de la sagesse des Indiens, de la cruauté des Européens, puis par une pirouette finale, dans le dernier paragraphe qui commence par « Revenons à nos coches », il retourne à son idée première, les transports. Ce chapitre est donc essentiellement composé de digressions. C'est le cas à peu près partout dans les Essais. Comme Montaigne l'écrit lui-même, sa pensée va à sauts et à gambades. Le parcours associé à Montaigne, « Notre monde vient d'en trouver un autre », est une citation extraite du chapitre des coches. Cet autre monde, c'est ici l'Amérique que les Européens sont en train de coloniser. Mais cet autre monde ne serait-il pas également l'Antiquité gréco-romaine redécouverte à la Renaissance et mise à l'honneur par les humanistes? Pour s'en convaincre, il suffit de constater que les Essais sont truffés de citations latines et grecques.
Montaigne, en bon humaniste, ne cesse d'en émailler ses réflexions. Dès lors, l'Europe du XVIe siècle n'a pas trouvé un, mais deux mondes. Un monde éloigné dans l'espace, l'Amérique, un monde éloigné dans le temps, l'Antiquité gréco-romaine. Les essais offrent un trait d'union entre ces deux univers. Mais ce recueil offre également un trait d'union entre deux êtres humains, d'une part le lecteur et d'autre part Montaigne qui se confie intimement à celui-ci comme à un ami. Stefan Zweig n'hésite d'ailleurs pas à écrire « Ce n'est pas un livre que je tiens dans ma main, mais c'est un homme dont je suis le frère, un homme qui me conseille, qui me console, un homme que je comprends et qui me comprend. »